Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons constater que le danger n'est pas forcément où l'on croit. C'est parti. Helmut Meyer, 35 ans, ne regrette pas d'avoir choisi Kaprun pour y passer le week-end en compagnie de sa fille Elke. C'est la première fois qu'il y vient, mais l'endroit est à la hauteur de sa réputation. C'est bien l'une des toutes premières stations d'Autriche. Le village a gardé son cachet montagnard, même si les installations hôtelières sont les plus modernes et l'ensemble est dominé par l'un des plus beaux sommets des Alpes. En fait, ce n'est pas Helmut Meyer qui a choisi Kaprun, c'est Elke. Malgré ses 10 ans, la fillette se passionne depuis longtemps pour les sports d'hiver. Elle est déjà très douée en ski et s'est mise depuis peu au snowboard. Or, il doit y avoir une démonstration internationale de cette discipline sur l'une des pistes. Voilà pourquoi Helmut Meyer, qui depuis son divorce a sa fille un week-end sur deux, a choisi de l'emmener ce 11 novembre 2000 à Kaprun. Pour se rendre sur la piste, il faut emprunter le funiculaire. Cet engin ultramoderne fait la fierté de Kaprun. Plus qu'à un funiculaire, il ressemblerait plutôt à un métro. Il en a l'aspect. Une longue rame de 3 wagons flambant neufs et, tout comme le métro, il effectue la plupart de son trajet dans un tunnel. Celui-ci représente 3300 mètres sur les 4000 mètres du parcours total. En ce beau début de journée, Helmut Meyer est décidément ravi. Jamais il n'aurait pensé qu'Elke se plairait autant ici. Depuis qu'ils sont arrivés, l'après-midi dernier, elle s'est déjà fait une dizaine de petits camarades. Elke est d'un naturel très liant et elle a rencontré à l'hôtel plusieurs gamins et gamines de son âge venus eux aussi pour le snowboard, avec lesquels elle a discuté de leur passion commune. Elle a même parlé avec Sandra Schmidt, la championne allemande junior de la discipline, qui sera l'un des clous du spectacle. Le père et la fille arrivent dans la gare d'embarquement du funiculaire. Il y a beaucoup de monde en raison précisément de la démonstration de snowboard. Le premier wagon du funiculaire, celui de queue, est déjà plein à craquer. Aussi, Helmut Meyer se dirige-t-il vers les deux autres. Mais le groupe de garçons et de filles avec lequel Elke avait lié l'amitié la reconnaît au passage et l'interpelle. « Elke, viens avec nous !» La petite fille a un cri joyeux. Elle se retourne vers son père. « Je peux, papa ?»« Mais oui, vas-y. Je monterai dans un autre wagon. À tout à l'heure. »« À tout à l'heure, papa !» Bientôt, les portes du funiculaire de Kaprun se referment automatiquement et silencieusement. Métallisé et effilé comme il l'est, il fait irrésistiblement penser à une fusée. Vraiment, il a belle allure. Il est plein à craquer aussi. 180 personnes, sa capacité maximale. En cela aussi, il ressemble au métro. On se croirait aux pires heures d'affluence. Le convoi démarre. Helmut Meyer a pris place dans le wagon de tête et sa fille se trouve dans celui de queue. Cette circonstance va s'avérer capitale, mais bien sûr, il ne s'en doute pas un seul instant. Personne ne se doute un seul instant de ce qui va suivre. La première partie du trajet est la plus spectaculaire. Pendant 500 mètres environ, le funiculaire grimpe sur une rampe métallique qui domine la station. La vue est magnifique, surtout lorsqu'il fait un temps radieux, comme c'est le cas aujourd'hui. À condition bien entendu d'être près des vitres et non au milieu, pris dans la foule. Helmut Meyer a cette chance. Monté l'un des derniers dans le wagon numéro 1, il est tout contre la porte. Il a même dû se pousser pour qu'elle se ferme. Cela va aussi s'avérer déterminant. Mais pour l'instant, il se réjouit seulement de pouvoir contempler le panorama. La partie aérienne du parcours prend fin et l'engin entre dans le tunnel. Helmut Meyer cesse de regarder à l'extérieur. Il ne pense à rien de particulier. Il n'y a rien de spécial à penser et tout le monde autour de lui affiche le même calme. En fait, le drame a déjà commencé, mais en haut de la rame, on ne peut pas s'en apercevoir. C'est dans le 3e et dernier wagon que tout est en train de se jouer. Au moment où le funiculaire entrait dans le tunnel, un passager a dit « Il y a de la fumée quelque part !» Mais personne n'a fait attention. Il a insisté un peu plus loin. « Je vous assure, il y a de la fumée !» C'est alors qu'une petite fille du groupe d'Elke a crié à son tour « Ça brûle par terre !» Cette fois, il n'y a aucun doute possible. Les flammes sortent du plancher, tandis qu'une fumée âcre commence à s'élever. Le funiculaire a fait environ 500 mètres dans le tunnel. Des exclamations se font entendre au milieu des premiers cris de panique. « Faut prévenir le conducteur !»« Où est l'alarme ?»« Il faut appeler d'un portable !» Mais on a beau chercher, il n'y a pas d'alarme visible. Quant au portable, plusieurs essais en vain. Dans le tunnel, ils sont inutilisables, il n'y a plus de réseau.
Il n'y a effectivement pas d'alarme pour appeler le conducteur, mais cela n'empêche pas ce dernier de se rendre compte du drame. Il aperçoit les flammes dans son rétroviseur et appelle aussitôt la garde arrivée. « L'arrière du funiculaire est en feu !» À la station terminale, on ne s'affole pas. On lui dit d'appliquer les directives prévues en pareil cas. Arrêtez le véhicule et ouvrez les portes. Malheureusement, à cet instant précis, l'électricité se coupe, ce qui rend impossible l'ouverture automatique. Le conducteur l'annonce à son interlocuteur et conclut « Je vais ouvrir à la main !» Helmut Meyer suffoque. La situation a évolué terriblement rapidement. En quelques minutes, les passagers du premier wagon non seulement se sont aperçus du drame, mais s'y retrouvent directement plongés. Eux ne sont pas confrontés à l'incendie, qui n'a atteint pour l'instant que la dernière voiture, mais les fumées provoquées par le sinistre ont envahi la cabine. Elles sont épouvantablement toxiques. Elles font pleurer, tousser. Elles brûlent. Il faut absolument sortir. C'est alors que M. Meyer, qui est écrasé contre la porte par les passagers qui poussent en vain et qui est sur le point de périr étouffé, voit le conducteur arriver, une clé à la main. Il l'introduit dans la serrure et l'instant d'après, c'est la libération. Helmut Meyer est projeté en avant par une foule toussant, crachant et hurlant. Il se retrouve dans le tunnel et cette fois il voit. Le troisième wagon est en feu. Des flammes gigantesques s'en échappent. Il n'a qu'une pensée. « Elke !» Il se met à descendre et court vers le brasier pour tenter de la sauver, alors que l'ensemble des autres passagers, qui a vu également l'incendie, s'enfuient au contraire par le haut. Dans le dernier wagon, les portes sont toujours fermées, et pour cause, le conducteur est encore à s'acharner sur celle du deuxième wagon. Ceux qui s'en sortiront ne pourront le faire que par leurs propres moyens. Un passager casse une vitre en plexiglas avec son ski. Il agrandit frénétiquement l'ouverture et plusieurs personnes parviennent à se précipiter par la brèche ainsi ouverte. La petite Elke a la chance de se trouver juste à cet endroit. L'homme l'agrippe par son anorak et la tire à l'extérieur. Elle s'enfuit avec lui. Helmut Meyer, essayant toujours désespérément de gagner le bas du tunnel, se trouve au cœur de l'enfer. Aucune comparaison ne pourrait être plus juste, tant ce qu'il a sous les yeux ressemble à ces lieux infernaux, qu'on décrit remplis de brasiers et de vapeurs de soufre. La chaleur est terrifiante. Il a l'impression de brûler lui-même. Et si pour lui ce n'est heureusement qu'une impression, plusieurs de ceux qu'il croise tentant de fuir par le haut sont réellement en feu. Les combinaisons synthétiques de ski très inflammables les transforment en torches vivantes. Il essaie aussi de ne pas respirer. Il a pu constater que les fumées qui l'environnent sont mortelles. Plusieurs passagers sont tombés devant lui, foudroyés, les mains sur la gorge. C'est le cas du conducteur. Comme il était parvenu à la hauteur du deuxième wagon, Helmut Meyer l'a vu s'effondrer, la clé à la main, devant une porte qu'il n'a pu ouvrir. À présent, il est devant le troisième wagon. Il cherche désespérément sa fille des yeux, mais il n'insiste pas davantage. Il sent très bien que s'il reste ici, quelques secondes de plus, il va mourir. D'ailleurs, que pourrait-il faire? Le troisième wagon ressemble à une boîte d'allumettes qui aurait pris feu. Il réfléchit un court instant sur la conduite à tenir. Il est trop tard pour faire demi-tour. Il doit essayer de traverser le rideau de flammes qui barre le tunnel en dessous de lui. Il se lance en avant, la fournaise redouble, devient à la limite de l'insoutenable. Il croit qu'il va mourir, mais il ne meurt pas. Il a franchi les flammes. Il fait encore quelques centaines de mètres et se retrouve à l'air libre, sur la rampe qui descend jusqu'à Kaprun. C'est alors qu'un cri retentit dans son dos. « Papa !» Il se retourne. « Elke ?» Dans les catastrophes, ce sont souvent les circonstances accidentelles qui font ou non les rescapés. Si Elke Meyer n'avait pas été appelée par ses camarades, si elle n'avait pas pris place dans le troisième wagon, et si, poussée par l'amour paternel, Helmut Meyer n'avait pas tenté de la rejoindre, il serait mort. Car sur les 177 personnes qui occupaient le funiculaire, 12 seulement s'en sont sorties, celles qui ont choisi d'aller vers le bas et de traverser les flammes. Sans la présence d'Elke en fin de drame, M. Meyer aurait vraisemblablement fui d'instinct le danger apparent, les flammes, alors que le danger réel était les fumées toxiques qui, comme toutes les fumées, allaient vers le haut. La plupart des victimes ne sont pourtant pas mortes d'asphyxie, mais brûlées dans les rames, soit par les portes qui n'étaient pas ouvertes, soit parce qu'elles avaient été coincées ou piétinées. L'incendie a été en effet d'une rapidité et d'une intensité incroyables. On a calculé que la chaleur avait atteint 1000 degrés. Le funiculaire, construit en aluminium, a fondu, de même que la rampe de fer qui courait le long du tunnel. Les corps étaient dans un tel état que, pour les identifier, on en a été réduit à prendre les brosses à dents et les rasoirs des clients manquant à Kaprun pour faire des comparaisons d'ADN.
Les victimes n'ont pas été montrées aux familles, car le spectacle aurait été insoutenable. Restent les causes de cette épouvantable tragédie. On a parlé un moment d'un passager du dernier wagon qui aurait emporté un jerrycan d'essence. Mais l'hypothèse était fantaisiste. C'était forcément le funiculaire lui-même qui était en cause. Or, il s'agissait d'un matériel ultra-moderne qui venait de plus d'être contrôlé. Les experts ont fait tous leurs efforts pour comprendre, mais la défaillance technique responsable est restée mystérieuse. Le drame de Kaproun, l'un des plus graves accidents de funiculaire de tous les temps, restera sans doute à jamais inexpliqué. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Helmut aura bien fait de fuir les fumées. En affrontant les flammes, il est resté en vie et a eu l'incroyable chance de retrouver sa fille. À bientôt les petits angoissés.